Est-ce que vous connaissez Évariste Galois? Quoi de neuf, docteur? Et oui, ça y est, je suis docteur parce que j'ai soutenu ma thèse récemment. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que je vais pouvoir me replonger dans le YouTube Game. Et croyez-moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Mais une thèse sur quoi? Transport et statistiques d'Anions dans le régime de l'effet Hall quantique. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse Non, personne. Pas grand monde en effet, d'où une question plus alléchante. Est-ce que vous connaissez Évariste Galois? Salut et fraternité. Le soir est tombé sur le 29 mai 1832. Le temps est clair, et dans une petite chambre parisienne, le calme de cette nuit d'un printemps finissant n'est troublé que par une plume qui noircit frénétiquement des pages par dizaines. C'est un jeune homme qui la manie et lui fait écrire des démonstrations mathématiques que même les académiciens peinent à comprendre. Car depuis sa naissance, 20 ans auparavant, à Bourg-Égalité, Évariste Galois est pris d'une fièvre. Une fièvre scolaire d'abord, qui, malgré un bon niveau général au Collège royal Louis-le-Grand, a vite consumé son intérêt pour toute autre matière que l'algèbre. Aussi se met-il de plus en plus à négliger ses études et à s'attirer les foudres de ses professeurs. Il est toujours occupé de ce qu'il ne faut pas faire, il l'affecte même. Sa facilité ne paraît plus qu'une légende à laquelle on cessera bientôt de croire. Il n'y a trace dans les devoirs, quand il daigne en faire, que de bizarreries et de négligence. Il baisse tous les jours. Il prend à tâche de fatiguer ses maîtres par une dissipation incessante. La fureur des mathématiques le domine. Je pense qu'il vaudrait mieux pour lui que ses parents consentent à ce qu'il ne s'occupe que de cette étude. Il perd son temps ici, et n'y fait que tourmenter ses maîtres et se faire accabler de punitions. Fièvre mathématique, ensuite, qui l'a conduit à bâtir, avant 20 ans, des outils révolutionnaires concernant la résolubilité des équations algébriques par radicaux. La théorie qui en découle n'est comprise par personne, ni ses professeurs à l'école normale, ni les plus grands mathématiciens de son temps. Poisson, Cauchy, Lacroix, tous s'y sont cassés les dents. Et il faudra attendre des décennies pour que ces travaux précurseurs trouvent leur juste place dans l'histoire et dans la société, comme il le pressentait dans son testament. Après cela, il se trouvera, j'espère, des gens qui trouveront leur profit à déchiffrer tout ce gâchis. Une fièvre politique, enfin, car une flamme pousse sans cesse cette âme exaltée à la révolte contre la société empesée de la monarchie de Juillet. Galois est un républicain ardent. Renvoyé de l'école normale pour insolence, il s'investit dans le mouvement républicain, à la Société des Amis du Peuple, puis menace le roi lors d'un banquet républicain. À Louis-Philippe, s'il trahit. Et le voilà, malade, rédigeant à la hâte son œuvre colossale après plusieurs mois de prison. Je n'ai pas le temps. Le temps lui manque. Jamais il ne pourra finir avant demain, lorsqu'à l'aube il se rendra exténué à son duel et se fera mortellement toucher à l'abdomen. Son amour pour Stéphanie lui aura été fatal. Je meurs victime d'une infâme coquette. Et cet enfant du siècle, cette étoile filante des mathématiques, s'éteindra, après 24 heures d'agonie, dans les bras impuissants de son frère. Ne pleure pas, Alfred. J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. N'est-ce pas là une histoire tragique? Ou plutôt n'est-ce pas là une histoire romantique? Le genre Julien Sorel et Lorenzaccio, vous voyez? Une âme ténébreuse et enflammée, sensible et incomprise, alliant le grotesque et le sublime, un voyageur au-dessus de l'air de nuages, un ver de terre amoureux d'une étoile, solitude, ambiguïté, mal du siècle, des ruines dans la forêt, des opéras de 16 heures, autant suspend ton vol, bla 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 bla, en un mot commençant, passion. L'histoire de ce bon Évariste ressemble fort à ça. Seulement... Cette anecdote, elle est fausse. Elle est fausse, vous pensez? Oui. Non, c'est pas tout à fait faux, mais disons que c'est romancé, c'est édulcoré.
En tout cas, d'après les travaux de Caroline Erard, source principale de cette vidéo, pour le peu dont on soit sûr, la vérité historique semble un peu plus complexe. Un peu de complexité. Gallois était prodigieux, mais c'était aussi un étudiant manquant de rigueur, et la théorie qui porte son nom n'est pas sortie ex nihilo de son esprit génial, c'est une œuvre collective. De même, Gallois était un ardent républicain, emprisonné pour ses idées, mais il n'a par exemple pas activement participé aux Trois Glorieuses. Et puis, quoi qu'il en soit, la grande majorité de sa vie nous est inconnue. Alors, question, pourquoi la version romancée est-elle devenue dominante ? Dans la suite de cette vidéo, je vais prendre le parti non pas de traiter de la vie ou de l'œuvre de Gallois, d'autres vidéastes s'en sont très bien chargés d'ailleurs, mais je vais utiliser cette figure comme prétexte pour parler des héros et héroïnes romantiques, parce que ce sont des personnages qui me fascinent et du reste, je ne crois pas être le seul. Il me semble que nous intéresser aux caractéristiques canoniques du héros romantique est un bon point de départ pour vérifier qu'Évariste coche toutes les cases. Les épithètes ne manquent pas pour qualifier ce type de personnage, mais pour ce que j'en comprends, je résumerai ces caractéristiques en 3 gros points majeurs. Ça ne va évidemment pas être exhaustif, on n'est pas là pour rédiger un mémoire complet sur le sujet, mais j'espère que ça donnera les très grandes lignes. D'accord, faisons comme ça. Tout d'abord, le héros ou l'héroïne romantique est un personnage bien sûr doté d'une grande sensibilité et d'un caractère tourmenté et incompris. C'est une personne qui chemine dans les œuvres poétiques, théâtrales et romanesques, drapée dans une noirceur mélancolique, portant souvent un regard désabusé sur son temps. Elle est jeune pourtant, mais au cœur tourmenté, la tristesse n'attend pas le nombre des années. Et là, boum, on pense aux héros de Lord Byron qui se baladent dans toute l'Europe pour se lamenter, mais aussi à René, Atala, Hernani, Lorenzo et toute la clique. Se déclarant inapte au bonheur, rongé par le mal du siècle, le héros romantique s'enivre de passéisme. Il faut dire que l'épopée napoléonienne est passée par là, et le présent semble désormais bien morne. C'est sans doute ce qui explique pourquoi les auteurs romantiques s'intéressent tant au passé, au Moyen-Âge, à la Renaissance, sans se cantonner à la Grèce ou à la Rome antique, beaucoup plus classique. Ces gens-là jurent plutôt par Shakespeare et par Dante. Il y a des hommes océans, en effet. Ces ondes se fluent et se refluent, c'est inattendu dans l'immuable, ce vaste prodige de la monotonie inépuisablement variée. Tout cela peut être dans un esprit, et alors cet esprit s'appelle génie. Et vous avez Échille, vous avez Isaïe, vous avez Juvenal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare. Et c'est la même chose de regarder ces âmes ou de regarder l'océan. Et puis en plus d'avoir du vague à l'âme, l'héroïne ou le héros romantique est isolé, voire banni. Le sort s'acharne, quoi. Ouais. Quasimodo, Harold, Chatterton, tous sont des exilés, martyrisés par la société, des ténébreux, des veufs, des inconsolés. Vous êtes la perpétuelle victime de l'esprit querelleur de vos contemporains. Hein? On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Et donc, pas besoin de m'étendre beaucoup plus sur ce point, notre brave Évariste coche la case du personnage jeune, mélancolique et mal compris, c'est validé. Symphonie. Mais un personnage romantique est également révolté. Parce que c'est bien beau de se balader dans des ruines et sur des mers de nuages, mais on n'oublie pas pour autant les barricades. Le romantisme est en effet un mouvement résolument ancré dans son temps et se mêle donc de politique. Le passéisme des premiers romantiques comme Chateaubriand les pousse tout d'abord à la réaction, la droite monarchiste flattant leur goût pour le martyre, avec les figures niaisement mythifiées du ci-devant Louis XVI, du duc d'Enghien, du duc de Berry, etc. Mais, à mesure que le siècle avance, le héros romantique passe de la couronne à la cocarde, avec des personnages républicains, comme Enjolras, Gauvin, Lorenzo ou Gavroche, eux aussi martyrisés d'ailleurs. À cette période, la Révolution de Juillet est glorifiée et nombreux sont les auteurs romantiques à rallier la cause républicaine. C'est le cas de Lamartine, d'Eugène Sue, ou évidemment du Big Boss Victor Hugo. Et pour illustrer ça, l'exemple le plus parlant à mon sens, c'est le discours d'Enjolras à la fin des Misérables sur la barricade.
Ô mes frères, cette barricade n'est faite ni de pavés, ni de poutres, ni de ferraille. Elle est faite de 2 monceaux, un monceau d'idées et un monceau de douleurs. La misère y rencontre l'idéal, le jour y embrasse la nuit. Les souffrances apportent ici leur agonie et les idées leur immortalité. Cette agonie et cette immortalité vont se mêler et composer notre mort. Frères, qui meurt ici meurt dans le rayonnement de l'avenir, et nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore. Et vous vous doutez bien que ça colle parfaitement avec Gallois. Quoi de plus romantique qu'un génie mathématique embrassant résolument la cause républicaine, menaçant le roi et emprisonné pour son idéal. Donc, de ce côté aussi, c'est validé. Double tamponné. Finissons ce très superficiel aperçu du héros romantique en soulignant son destin tragique. Rares en effet sont les personnages romantiques à survivre à la fin d'un drame ou d'un roman. Tenez, si on ne prend que certains héros qui sont à mon avis parmi les plus emblématiques du romantisme français. Esmeralda, pendue. Ruy Blas Hernani d'Ognasol, empoisonné. Lorenzaccio, assassiné. Quasimodo, dépéri. Simourdin, Chatterton, suicidé. Gavroche, Enjolras, fusillé. Gauvin, décapité. René, massacré. Graziella, Lélia, Canet aussi. Même la symphonie fantastique se termine d'une manière très macabre. Bon, il y a évidemment des contre-exemples, mais je ne crois pas me tromper en soulignant qu'à cette période post-révolution et post-empire, les artistes semblaient assez enclins à mettre en scène la mort de jeunes gens. Néanmoins, les causes du trépas romantique sont assez diverses, quoiqu'on notera que pour des êtres exaltés et d'une grande sensibilité, un amour passionné et tragique n'est souvent pas pour rien dans leur faible espérance de vie. Et évidemment, vous aurez remarqué comme moi que Gallois a encore visé dans le mille en mourant à 20 ans dans un duel et par amour. Paraffé et tamponné. Très bien. Donc, comme Gallois, les héros romantiques sont des personnages d'une grande sensibilité, à la fois mélancoliques et exaltés, ambigus et incompris, des âmes incandescentes où se mêlent le grotesque et le sublime. Et il y a en effet là matière à fascination. Il suffit qu'un personnage de cet acabit pointe le bout de son nez et ça me refait ma journée. C'est presque évident, me direz-vous. Tout le monde aime les rebelles. Ce sont eux les personnages intéressants. On préfère Antigone à Créon, on préfère Léa à Tarquine. Et puis tout le monde a de l'empathie pour les perdants magnifiques. Prenez Poulidor ou Cyrano, ou même Adrien Cachot dans Top Chef. Tant qu'il y a du panache, moi, ça me va. Après, peut-être qu'il y a des gens qui se rangent immanquablement du côté des vainqueurs, en mode vae victis. Mais ça doit être assez rare. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. En tout cas, en ce qui concerne Évariste Galois, on a le combo gagnant pour me plaire. Un scientifique, républicain, rebelle et exalté, je suis à 2 doigts de faire un drame en 5 actes et en alexandrin. Et pourtant, malgré cette évidente superposition entre la vie de Gallois et l'archétype du héros romantique, efforçons-nous de garder de la nuance. Aussi romanesque que soit leur existence, je trouve important de garder en mémoire les éléments factuels de la vie des personnages historiques. Sinon, on se surprend à concocter des films sur Napoléon à la teneur, disons, discutable. Ça serait pas formidable, ça, mes chers amis. Pour Gallois, c'est encore plus piégeux, parce que son œuvre n'est pas super abordable, et sa bio est pleine de trous qu'on a tôt fait de combler avec de la fiction. Alors ce n'est pas du tout pour me déplaire, remarquez. Heureusement qu'on laisse une place à l'imaginaire. Le monde serait un enfer morne et terne sans fiction. Le tout, c'est de savoir ce qui en relève et d'être en mesure de détecter l'optimisation fictionnelle. Je pense que vous glandouillez bien assez comme ça dans la réalité pour qu'on puisse se permettre d'optimiser le fictionnel. Or, assez logiquement, son image de mathématicien maudit est, pour partie du moins, une construction posthume. Cette image a été peu à peu élaborée assez naturellement par les mathématiciens du domaine, par l'ENS lors de son centenaire, par des romanciers, par des réalisateurs, etc. Et si j'ai bien compris, c'est un phénomène qui s'est produit sans malice, sans arrière-pensée. Finalement, au fil du temps, il y a un objet qui a pris forme, dont l'existence n'est pas remise en cause, tout le monde semble d'accord, sans que Gallois l'ait précisément défini, et que les mathématiciens commencent à appeler les idées de Gallois. Voilà. Alors chacun, tous ne mettent pas la même chose là derrière, mais il y a une espèce de corpus qui est essentialisé sous cette appellation de idées de Gallois.
Parallèlement à ça, par contre, jusqu'à la fin du 19e siècle, il faut avoir conscience que le personnage de Galois, tel que nous on a l'habitude de le voir aujourd'hui, ne fait pas l'objet d'une attention particulière. C'est-à-dire que ces mathématiciens qui travaillent sur l'œuvre de Galois ne s'intéressent pas nécessairement à la vie de Galois. Mais en fait, le tissage de ces deux mémoires, qui donne naissance à la figure d'Évariste Galois que l'on connaît aujourd'hui comme une sorte de mathématicien maudit, s'effectue selon un rythme et une logique qui lui sont propres, et c'est quelque chose qui date de la toute fin du 19e siècle. Donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui commence avec les commémorations du centenaire de l'ENS, mais surtout après, dans les 15-20 années qui vont suivre, il y a une multiplication de publications qui concernent Évariste Galois, des publications ou des rééditions dans une presse qui va être une presse soit scientifique visant un grand public, soit généraliste. Et toutes ces publications ont trouvé en fait un écho en dehors des mathématiques, notamment en philosophie ou en littérature, ce qui fait qu'à partir du début du XXe siècle, le personnage bénéficie d'une certaine autonomie vis-à-vis des mathématiques elles-mêmes, puisqu'en fait il n'est plus nécessaire d'être mathématicien pour en parler. Finalement, sans qu'il ait fait l'objet d'une légende particulièrement dorée ou d'une légende particulièrement noire, l'idée qu'on se fait du personnage est assez exagérée. Car vraisemblablement, Galois était un prodige, certes, un exalté sans aucun doute, mais c'était avant tout un étudiant, avec ses lacunes et ses erreurs. Aussi, n'est-ce sans doute pas par aigreur ou par bêtise que Poisson a recalé le mémoire qu'Évariste présentait à l'Académie, mais c'est simplement parce que ses travaux prometteurs manquaient de rigueur. D'autres mathématiciens talentueux ont affronté les mêmes déconvenues d'ailleurs, et cela n'enlève rien à l'apport réel et unanimement reconnu aujourd'hui de Galois. Galois. Ben c'est bien ce que j'ai dit. Le Gaulois. Le Gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Pas Gaulois. Ouais, je me suis gouré. Aujourd'hui, un pan entier des mathématiques est appelé théorie de Galois. Très grossièrement, cette branche de l'algèbre s'intéresse à certains ensembles particuliers d'objets, appelés corps, et les étudie en utilisant les symétries sur ces ensembles. C'est ça la puissance intellectuelle. Mais il ne l'a pas construit seul, car, malgré ses figures de proue, la recherche aujourd'hui comme alors se fait à plusieurs. Galois a bénéficié des travaux de ses prédécesseurs, Gauss, Lagrange, et son œuvre a été discutée, amendée, améliorée par la suite, grâce notamment à Liouville. En un mot et pour finir, son intuition remarquable, ses fulgurances, son talent ne se sont pas allumés ex nihilo, et ses travaux ne se sont pas éteints avec lui. C'est beau quand même. Bon, je vais arrêter là mon blabla touffu en espérant qu'il ne vous a pas déçu après de si longs mois d'absence. Si d'aventure la théorie de Galois vous intéresse, je vous conseille cette vidéo de patience ou bien cette playlist de Math Étoile bien plus technique. Et puis évidemment, si vous souhaitez en apprendre plus sur la vie de Galois et l'histoire des mathématiques à cette période, je vous conseille les conférences et les ouvrages de Caroline Errard. Pour ma part, je me suis prudemment contenté de repérer les tropes romantiques de sa vie parce que, vous l'avez compris, j'aime bien les personnages romantiques. Je les aime bien parce qu'au-delà de leurs discours enflammés, ils incarnent une éthique de la résistance, une volonté implacable de ne pas se laisser emporter par les compromissions ou les torpeurs de leur temps, et ils nous invitent, nous aussi, à la contemplation et à l'exaltation. Et c'est avec en tête la vie romancée et romanesque d'un jeune homme mort à 20 ans que je peux répondre d'un timide oui à la question « Est-ce que vous connaissez Évariste Galois ?» Ainsi s'achève cette vidéo de retour, j'espère que je n'ai pas trop perdu la main. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à la partager. N'hésitez pas non plus à passer voir les chaînes des copains qui m'ont gentiment prêté leur voix, Matador, Vous avez le droit, Daruxan et Le Fils de Bulle. Merci infiniment à eux, tous les liens sont en description. Pour ma part, il me reste comme toujours à vous remercier du fond du cœur d'être si nombreux et bienveillants, malgré ma très longue absence sur YouTube. Pourtant, je n'avais pas totalement disparu ces derniers mois, certains m'auront vu chez l'ami Le Fils de Bulle, ou alors sur Twitch, où je fais régulièrement des lives, n'hésitez pas à m'y suivre. Merci à tous, et puis sur ce, rideau.